La police britannique est intervenue dans l'ambassade et a arrêté Julian. C'est un des exemples, parmi tant d'autres, de persécution, de torture délibérée de Julian. J'ai tout de suite ressenti le danger. Moi, je vais bien, car je suis avec vous. Mais le souci pour sa famille et ses amis, c'est que Julian n'est pas avec nous. Des millions de gens ont été informés grâce aux révélations de Wikileaks et de Julian. Prenons l'exemple de la vidéo « Meurtre collatéral ». Le pilote de l'hélicoptère et le tireur ont assassiné ces gens. C'est un crime de guerre. Et pourtant, c'est Julian qui doit comparaître. Tout ça pour avoir enquêté sur un crime de guerre. Si Assange est extradé vers les États-Unis, alors ça fera peser un poids sur le journalisme d'investigation en général. Pour moi, ce qui est en jeu, c'est la liberté de la presse. L'accès à une information libre, vérifiée, indépendante et sans aucune censure. Et ça dérange le pouvoir. C'est une persécution, une vengeance, une attaque contre la liberté de la presse dans le monde entier. Et il faut s'y opposer par tous les moyens. L'histoire de Wikileaks commence pendant la guerre en Irak. Une poignée de hackers, quelques journalistes, ils vont vite devenir le pire cauchemar de l'armée américaine en révélant au monde une vidéo classée secret défense. La première fois que j'ai vu les images, à vrai dire, cela ne m'a pas beaucoup touché. Je ne savais pas où cela se passait, quand, quelles étaient les circonstances, qui étaient ces gens. C'est en examinant leur déambulation, en voyant que ces gens étaient tranquilles, pour la plupart innocents, que j'ai mesuré à quel point ce carnage était scandaleux. La vidéo est complexe. Pour mieux la décrypter, le fondateur de Wikileaks et son équipe s'installent à Reykjavik, la capitale de l'Islande. Ils louent une maison discrète qu'ils baptisent le bunker. L'action se déroule en juillet 2007. Un hélicoptère Apache survole un quartier de Bagdad. La caméra embarquée repère au sol un groupe d'Irakiens. 2 d'entre eux portent des armes. Le pilote, en liaison radio avec sa base, demande l'autorisation de tirer. Quand j'ai compris en détail ce que je voyais, les images sont devenues plus émouvantes. C'est là qu'on a découvert qu'il y avait sur place un journaliste de Reuters et son chauffeur. Parmi les victimes, Wikileaks identifie Saïd Shmar, l'assistant chauffeur de Reuters, et le photographe Namir Noureldin. Le pilote de l'hélicoptère prend Namir et Saïd pour des insurgés et décide immédiatement que les appareils photos sont des armes. C'est la peine de mort pour ces hommes.
Quelques minutes plus tard, l'incident change de nature. La bavure devient un crime de guerre. Une camionnette noire s'approche pour porter assistance aux blessés. À l'intérieur, aucun combattant, juste 2 hommes, avec 2 enfants. Le pilote invente une menace imminente et demande à nouveau l'autorisation de tirer. Au sol, des cadavres partout. L'hélicoptère capte alors l'arrivée d'un groupe de soldats. Parmi eux, Ethan McCord. Là, c'est moi. J'étais parmi les 6 soldats qui se sont mis à courir vers les lieux de l'incident. Je n'avais jamais vu une chose pareille. Au coin de la rue, j'ai d'abord remarqué ce qui ressemblait à 3 hommes, entièrement déchiquetés par des balles de 30 mm. Ça m'a semblé surréaliste, comme une scène d'un mauvais film d'horreur. Le soldat découvre l'ampleur de la bavure en s'approchant de la camionnette. Il repère 2 blessés, une petite fille de 4 ans et un garçon de 10 ans. Au début, je croyais que le gamin était mort. Il avait une blessure à la tempe et il ne bougeait plus. Quand je suis retourné dans la camionnette, il a respiré brièvement. C'est là que j'ai crié « Le garçon est vivant! Le garçon est vivant !» Je l'ai attrapé et j'ai couru vers le char. À ce moment-là, le garçon m'a regardé. Je lui ai dit que tout irait bien. Et là, ses yeux se sont révulsés. Et j'ai cru qu'il venait de mourir dans mes bras. Après ce jour, je ne pouvais plus justifier ce que je faisais en Irak. Je suis devenu très en colère contre la guerre et la mort d'innocents. Je ne me suis pas engagé pour cela dans l'armée. Le 5 avril 2010, Wikileaks publie la vidéo sur Internet. L'opinion publique prend conscience de l'horreur de cette guerre. À Bagdad, la famille des victimes découvre le carnage. L'homme qui conduisait la camionnette est mort. Mais le garçon sauvé par Ethan McCord a survécu. Well, good afternoon to you. I am Dylan Radigan. Some breaking news this afternoon. A shocking graphic video from Iraq, apparently showing U.S. troops gunning down innocent civilians. Je venais juste de déposer mes enfants à l'école. C'était en avril 2010. Je suis rentré, je me suis fait un café, je me suis assis sur le canapé et j'ai allumé les infos. Et là, je me suis vu en train de courir sur l'écran de ma télé avec un enfant dans les bras. J'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait. C'était comme une énorme claque. J'avais passé tellement de temps à essayer d'oublier cet événement, et voilà qu'on me le renvoyait en pleine figure. Ethan McCord
a été démobilisé en 2010. Depuis, il milite contre la guerre. La publication de cette vidéo a été un moment très important pour Wikileaks. Ces images sont devenues iconiques, symboliques. C'est le témoignage stupéfiant d'un crime de guerre. Il n'y a aucun doute, les citoyens ont vu de leurs propres yeux ce à quoi ressemble la guerre. Wikileaks n'est sans doute pas au-dessus de toute critique, mais Wikileaks a révolutionné l'accès à l'information. Et Wikileaks a permis la révélation de crimes de guerre perpétrés par l'armée américaine, qui sans doute n'auraient pas été révélés sans Wikileaks. Wikileaks explose sur la scène médiatique internationale. Ils sont nombreux désormais à s'intéresser à ces visages. Celui de Julian Assange et celui de l'un des architectes du projet. Wikileaks est financé par des dons de personnes privées. Les frais opérationnels reviennent à 200 000 € par an. Le système a été conçu pour que les lanceurs d'alerte restent anonymes, pour protéger tout envoi de documents. C'était une manière de les rassurer, en garantissant que leurs éléments seraient publiés intégralement et sans censure. Si Wikileaks accorde un anonymat total à ses sources, un mois seulement après la diffusion de la vidéo, l'armée américaine arrête un jeune soldat non loin de Bagdad. Son nom, Bradley Manning. Il passe ses journées à classer des documents militaires. C'est lui qui est soupçonné d'avoir fait fuiter la vidéo. Bradley Manning est un jeune soldat de 22 ans affecté au renseignement militaire. C'est un nouveau venu dans l'armée. Il a l'impression que des opérations ont entraîné la mort de civils et que le peuple américain et le monde devraient le savoir. On peut se demander comment il a réussi à copier autant de documents sans attirer l'attention. En fait, pendant qu'il copiait ces informations sensibles sur un CD, il disait qu'il écoutait Lady Gaga. C'était pas vrai, mais c'est ce qu'il a expliqué. Alors ses collègues se sont dit « Ah ok, ça va, on comprend pourquoi il passe autant de temps devant son ordinateur. » Habilité secret défense, Bradley Manning télécharge des millions de documents confidentiels. Des rapports militaires, des câbles diplomatiques, des mémos stratégiques sur l'Irak, mais aussi sur l'Afghanistan. Bradley Manning propose d'abord ces documents au Washington Post et au New York Times, qui ne répondent même pas. C'est alors qu'il prend contact avec Wikileaks. Mais isolé, le soldat est imprudent. Il chatte avec Adrian Lamo, un jeune hacker, et lui raconte tout. Je n'arrive pas à croire ce que je suis en train de te dire. J'ai vraiment envie d'en savoir plus. J'ai tout envoyé à Wikileaks. Dieu sait ce qui va se passer maintenant. J'espère un débat au niveau mondial des réformes. Sinon, on est foutu. Peu ému par ces considérations, Adrian Lamo dénonce Bradley Manning au FBI. Un geste qu'il explique lors d'une réunion de hackers. Private First Class Manning was doing, which is acting one's conscience. In that case, I felt compelled. Compelled, I don't believe, is too strong a word. Bradley Manning
est bien soutenu par quelques militants. Mais c'est bien peu face à la puissance de feu des commentateurs conservateurs. Hi, I'm Bill O'Reilly. Thanks for watching us tonight. There are traitors in America. That is the subject of this evening's Talking Points memo. Whoever leaked all those State Department documents to the WikiLeaks website is a traitor and should be executed or put in prison for life. Whoever in our government leaked that information is guilty of treason. And I think anything less than execution is too kind a penalty. Bradley Manning est incarcéré dans une prison militaire de haute sécurité. Pendant son procès, le soldat reconnaît avoir fait fuiter des documents pour alerter le public. Il est condamné pour espionnage et vol. 35 years behind bars. That is the sentence for this man, Bradley Manning, the U.S. soldier convicted of the biggest breach of classified data in the nation. Le sort de Bradley Manning n'empêche pas Wikileaks de faire des coups. Le site est désormais associé à la presse internationale, notamment au Guardian. Dans les locaux du journal, un quartier général est mis en place pour analyser plus de 90 000 documents, cette fois sur l'Afghanistan. Au 4e étage, on a installé un bureau secret. Personne n'avait le droit d'entrer. On l'appelait le bunker international ou la salle de guerre. Il y avait 92 000 documents, des rapports d'incidents, des rapports de combat en Afghanistan et sur la frontière avec le Pakistan. On a beaucoup travaillé pour décoder ces documents. Certains d'entre eux étaient écrits dans un jargon militaire presque incompréhensible, plein d'abréviations et d'acronymes. Une des principales découvertes que nous avons faites au milieu de tous ces documents est que les services de renseignement pakistanais, l'ISI, soutenaient certains talibans et d'autres insurgés en Afghanistan pour déstabiliser les forces occidentales. Whistleblowing website WikiLeaks does it again. Last time it was Iraq, this time it's Afghanistan. Les révélations font la une du New York Times, du Spiegel et bien sûr du Guardian. Elles donnent du poids à Wikileaks. So this is the Guardian from this morning, 14 pages about this topic. Also concurrently in the Spiegel, 17 pages. The real story of this material is that it's war. It's one damn thing after another. Yeah. Washington est évidemment furieux. The United States strongly condemns the illegal disclosure of classified information. Car dans les documents bruts publiés par Wikileaks figurent les noms de certains collaborateurs de l'armée américaine. En Afghanistan ou en Irak, les militaires utilisent des traducteurs. Aux yeux des insurgés, ces hommes sont des traîtres. Divulguer leur identité est dangereux. Au Pentagone, Wikileaks est dénoncé comme une organisation criminelle. The battlefield consequences of the release of these documents are potentially severe and dangerous. Mr. Assange can say whatever he likes about the greater good he thinks he and his source are doing, but the truth is they might already have on their hands the blood of some young soldier or that of an Afghan family. Bien sûr, c'est regrettable d'avoir publié des noms sur notre site. Mais le Pentagone a exagéré de façon dramatique et ridicule en disant que Wikileaks avait du sang sur les mains. Venant de la part d'une organisation dont on peut dire qu'elle a justement pas mal de sang sur les mains, c'est un peu hypocrite. D'ailleurs, pour l'instant, personne n'a souffert à la suite de nos révélations.
Qu'est-ce que vous attendez de ces révélations? J'espère que cela va avoir un effet dissuasif pour mettre fin aux conduites immorales pendant la guerre, pour mettre fin aux crimes de guerre en Irak et ailleurs. Cela doit donner aux victimes de la guerre en Irak un sens de la justice, une meilleure compréhension de comment se déroule un conflit et quelles en sont les dérives. C'est ce que l'on peut espérer de mieux après ces révélations. Wikileaks enchaîne les révélations. Afghanistan, Irak. La planète média s'affole autour de la personnalité de l'énigmatique Julian Assange. Le fondateur de Wikileaks s'étale en une des magazines. Julian Assange en rockstar, cela irrite d'abord ses proches. L'approche de Julian était de se dépêcher pour sortir les informations les plus explosives. En se concentrant uniquement sur ces informations? Oui, pour y gagner en popularité. Mais ce n'est pas mon approche. Je me fiche de la popularité. C'était la bonne approche pour construire un personnage, pour être l'homme de l'année du magazine Time. Mais ce n'est pas la bonne approche si on veut respecter les idéaux de cette organisation. Pour son numéro 2, c'est une trahison des idéaux de Wikileaks. Les deux hommes s'affrontent, par conversation électronique évidemment. Tu te prends pour un empereur ou un esclavagiste. Tu es suspendu pour 1 mois, effet immédiat. Il m'a suspendu pour déloyauté et insubordination. Il utilise tout le temps une étrange terminologie militaire avec les gens qui travaillent avec lui. Vous vous êtes senti trahi? Oui, parce que je ne l'ai jamais trahi, ni Wikileaks d'ailleurs. Daniel Domscheidberg quitte Wikileaks dès 2010. Critiqué par ses amis, Julian Assange est détesté par ses ennemis, qui souhaitent parfois sa mort, publiquement. The dead man can't leak stuff. This guy's a traitor, a treasonous, and illegally shoot the son of a. Well, I think Assange should be assassinated, actually. I think Obama should put out a contract and maybe use a drone or something. Il y a 120 personnes sous les ordres d'un général qui ne font rien d'autre que nous surveiller. Les services de renseignement de l'armée et du FBI parlent d'une Wikileaks War Room. Il y a, en ce moment aux États-Unis, des projets pour me poursuivre, moi et d'autres, pour espionnage. La communauté des renseignements et de la défense aux États-Unis représente peut-être 1,5 million de personnes. Donc finalement, 120 personnes, ce n'est pas grand-chose. Un brin vantard, Julian Assange. Dès 2010, les autorités américaines cherchent en fait à l'arrêter. Et une occasion va se présenter en Suède. À l'été 2010, 2 jeunes femmes accusent Julian Assange d'avoir eu des rapports sexuels consentis, mais non protégés. La presse s'empare de l'affaire et parle de suspicion de viol. La justice ouvre une enquête, mais sans preuve, la procédure est d'abord annulée, puis étonnamment relancée. Julian Assange dénonce une manœuvre contre Wikileaks. Tout cela semble très irrégulier. C'est une sorte de cirque judiciaire. C'est clairement une campagne de diffamation. Qui est derrière? On ne sait pas. En privé, Julian Assange évoque pourtant une opération de déstabilisation visant à son extradition vers les États-Unis. Plus on s'intéresse au dossier, plus on regarde ce qui s'est vraiment passé, et notamment
En Suède, où il a été accusé de plus on prend conscience de l'ampleur de la manipulation, du fait qu'il y a vraiment une entreprise des services de renseignement visant à favoriser une extradition vers les États-Unis. Et par ailleurs, on a fait de lui un portrait maléfique qui est aussi une construction des services de renseignement. British police have arrested the founder of the WikiLeaks website, Julian Assange. The WikiLeaks founder has been arrested by British police in Sweden. En décembre 2010, la police britannique exécute un mandat d'arrêt suédois. Emprisonné à Londres pendant une semaine, Julian Assange dément tout. Mais pendant 1 an et demi, il va tout faire pour ne pas être livré à la Suède. Première étape, selon lui, d'une extradition vers les États-Unis. Lorsque toutes les voies légales ont été épuisées, Julian s'est réfugié dans l'ambassade d'Équateur. Les Équatoriens ont compris qu'il y avait un vrai risque d'extradition vers les États-Unis. Ils lui ont donc offert l'asile politique dans leur ambassade. Le cas Assange mobilise alors de nombreux avocats internationaux. Parmi eux, une figure historique de la justice espagnole. L'ancien magistrat Baltasar Garzón. Il va coordonner gratuitement la défense du fondateur de Wikileaks. Pourquoi Assange choisit-il l'ambassade d'Équateur? À cette époque, le pays était présidé par Rafael Correa. C'était un gouvernement populaire, clairement opposé aux politiques expansionnistes, tant dans le domaine judiciaire qu'économique, des États-Unis. L'Équateur était donc l'un de ces pays d'Amérique latine qui pouvaient s'opposer fermement aux États-Unis sans crainte. En juin 2012, Julian Assange devient le réfugié politique le mieux protégé au monde, barricadé dans cette maison victorienne du centre de Londres. I ask President Obama to do the right thing. The United States must renounce its witch hunt against WikiLeaks. Ce qui ressemble à une situation temporaire va se prolonger pendant 7 longues années. Julian Assange reçoit de nombreux visiteurs, avocats, ministres, journalistes, toujours entre 4 murs. Ça, c'est une photo qui a été prise dans une salle dont Julian Assange avait la jouissance le soir. Et moi, je me souviens avoir dîné dans cette salle, sur ces fauteuils, avec lui. Qui dit ambassade laisse à penser hôtel particulier. En réalité, l'ambassade d'Équateur à Londres, c'est quelque chose qui est très modeste. C'était étroit, c'était certes plus grand qu'une cellule de prison, mais il était en prison. Sa pièce, celle dans laquelle il vivait, est une pièce opaque. Des cartons avaient été posés sur les fenêtres. On ne voyait rien de l'extérieur. Autrement dit, il a passé des années sans voir le soleil, sans aucune possibilité de sortir. Il était placé dans un état de tension psychologique permanente. Sa vie, c'était quand même... elle ressemblait beaucoup à celle d'un détenu sans cours de promenade. Je rencontrais souvent Julian Assange, à peu près 2 fois par mois. Et à ce moment-là, Julian avait une obsession. Il pensait que quelqu'un cherchait à l'espionner, à l'enregistrer, lui et tous ses visiteurs. À tel point que nous, ses avocats, on pensait qu'il en faisait trop. Obsédé par sa sécurité, enfermé, Julian Assange et son équipe continuent pourtant de travailler. En 2015, de nouvelles révélations vont faire la une de la presse française.
Chirac, Sarkozy et Hollande écoutés par les États-Unis. On va bien sûr revenir dès le début du journal sur les dernières révélations de Wikileaks. Pendant au moins 6 ans, entre 2006 et 2012, 3 présidents français auraient été placés sur écoute par la NSA, les services de renseignement américains. Aux États-Unis, les autorités ont investi militairement ce que nous pensions être un espace citoyen. Donc je crois que les ingrédients essentiels d'une dystopie totalitaire transnationale sont désormais réunis. Le moteur, les roues et le châssis sont en place. La clé est sur le contact, il ne reste plus qu'à démarrer. En fait, cette réalité frappe déjà certaines personnes, Wikileaks étant l'un des exemples appliqués à un média. La superpuissance américaine, c'est l'obsession de Julian Assange. La campagne présidentielle de 2016 va lui donner l'occasion de jouer à nouveau les premiers rôles. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for President of the United States. Clinton contre Trump. La campagne s'annonce brutale. Opposé à Hillary Clinton depuis 2010, Wikileaks a choisi son camp. Un message interne envoyé par Julian Assange lui-même ne laisse aucun doute sur son opinion. Ce serait préférable que les républicains l'emportent. Hillary Clinton est brillante, bien connectée, mais c'est une sociopathe sadique. Ce que nous essayons de montrer, c'est l'incroyable métamorphose de Hillary Clinton et du Parti démocrate en un parti et une candidate obsédée par la sécurité. En se mettant en quatre pour défendre Hillary Clinton, la presse américaine est en train de construire un monstre qui réduira nos libertés dès qu'elle sera élue. Ce qui est presque acquis. Breaking news tonight, a bombshell from the FBI. À partir du printemps 2016, des dizaines de milliers d'emails d'Hillary Clinton et de ses collaborateurs sont publiés sur Internet. Mais les documents les plus sensibles ne viennent pas de Wikileaks. Ils sont révélés par un certain Guccifer 2.0. Lorsque ce Guccifer apparaît sur la toile, Wikileaks s'associe avec cette mystérieuse source pour obtenir davantage de documents. Le 22 juin 2016, Wikileaks lui envoie ce message privé sur Twitter. « Envoyez-nous de nouveaux documents. Cela aura un plus grand impact que ce que vous faites. » Nouveau message le 6 juillet. « Si vous avez des choses nouvelles sur Hillary, nous les voulons dans les 2 jours. Parce que la convention démocrate approche. » Les enquêteurs américains affirment avoir remonté la piste des hackers. Derrière ce personnage fictif se cacheraient les services secrets russes. Wikileaks aurait-il alors été complice d'une tentative de déstabilisation ? Ce n'est pas de cette manière qu'il faut voir les choses. Julian a toujours dit que la source n'était ni russe, ni un acteur étatique. Se soucier de l'origine des documents ne change pas leur réalité. Vous recevez des informations, vous les analysez, et ensuite vous décidez de les publier sur la base de leur intérêt. C'est le cœur de notre métier de journaliste. Donc dire que Julian ou Wikileaks défendent les intérêts russes est absurde. Cela ne résiste pas à l'analyse. En attendant, il y en a un qui se délecte des révélations sur Hillary Clinton. I'll tell you, this WikiLeaks stuff is unbelievable. WikiLeaks, that came out on WikiLeaks. WikiLeaks, I love WikiLeaks.
Déstabilisée, la candidate démocrate réplique comme elle le peut lors d'un débat avec Donald Trump. The Kremlin, meaning Putin and the Russian government, are directing the attacks, the hacking on American accounts to influence our election. And WikiLeaks is part of that, as are other sites. En novembre 2016, Donald Trump est élu président des États-Unis. Thank you very much. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me. Pro-WikiLeaks, le président Trump ne l'est pas resté très longtemps. En 2017, le site publie des révélations sur la CIA. Et là, le ton de l'administration américaine change radicalement. We at CIA find the celebration of entities like WikiLeaks to be both perplexing and deeply troubling. Because while we do our best to quietly collect information on those who pose very real threats to our country, individuals such as Julian Assange seek to use that information to make a name for themselves. It's time to call out WikiLeaks for what it really is: a non-state hostile intelligence service often abetted by state actors like Russia. WikiLeaks et la Russie ont-ils fait cause commune pour déstabiliser un autre pays, la France? Je souhaite devenir votre président, le président de tout le peuple de France. Un président qui protège, qui transforme et qui construit face à la menace des nationalistes. Mes chers compatriotes, fin de campagne au quartier général d'Emmanuel Macron. Les petites mains se préparent au second tour de l'élection présidentielle. Mais une rumeur se répand. Les boîtes mail de certains collaborateurs d'En Marche auraient été piratées. Nous sommes le 5 mai 2017, il est 19h30. Vers la fin de journée, il commence à y avoir des rumeurs sur Twitter. On dit qu'il y a des choses qui vont sortir. Puis il y a des premiers éléments dont on parle. Et il y a un moment, je vois le lien de téléchargement qui est partagé. Donc je le télécharge immédiatement. J'ouvre et je vois que ce sont véritablement les emails de plusieurs personnes de la campagne. Plusieurs milliers de documents d'emails du mouvement En Marche ont été piratés, massivement diffusés sur Internet et les réseaux sociaux à moins de 48 heures du second tour de la présidentielle. Les mails sont postés sur le site 4chan par une source inconnue. 1 heure et demie plus tard, WikiLeaks publie ce tweet qui renvoie aux documents. C'est ce message qui va faire des MacronLeaks la une de la presse internationale. The March movement has been the victim of a massive and coordinated hack of emails, Emmanuel Macron now surfacing everywhere online. It comes just hours before. Des emails par milliers, mais peu ou pas d'informations d'intérêt général. Et parfois même de faux documents. Il s'agit bien évidemment d'une campagne de déstabilisation. WikiLeaks est utile quand il sert à révéler des informations que l'on veut cacher et qui permettent à la démocratie de mieux exister, de mieux fonctionner. Quand on diffuse les informations et les correspondances personnelles, amicales, amoureuses d'une personne, avec un moteur de recherche disponible, on n'est plus du tout dans la mission originelle de démocratie. Cette atteinte à la vie privée de celui qui retrouve 10 ans de ses emails publiés, celle-là, elle est impardonnable. Là, WikiLeaks n'était pas dans son rôle. La police française n'a jamais formellement identifié le ou les pirates informatiques. Mais la piste privilégiée est encore une fois les services secrets russes. À cette époque,
Cela fait 5 ans que Julian Assange vit entre 4 murs. A rare look inside the Ecuadorian embassy in London. A private security firm that allegedly spied on Assange during his asylum in the Ecuadorian embassy in London. In surveillance video obtained by Spanish newspaper El País, he's seen in shorts and a tank top, skateboarding. L'espionnage d'Assange débute véritablement en décembre 2017. Le responsable de la société de sécurité espagnole qui le surveillait décide de remplacer les caméras vidéo par un système de contrôle audio et vidéo. Il fait placer également des micros sous les extincteurs de la salle principale où Assange reçoit tous ses visiteurs. Enfin, il demande à ses employés que des mouchards soient cachés dans les toilettes des femmes. Comme Julian ne se fiait à personne, certaines de nos conversations avaient lieu en effet dans les toilettes des femmes. Eh bien, même là, ils avaient placé un micro. Au départ, l'objectif de cette société espagnole n'était pas d'espionner Julian Assange, mais de le protéger. Et de protéger l'ambassade des tentatives de surveillance extérieure. Mais il s'est produit un changement politique important. Cela a eu lieu au moment de la passation de pouvoir entre le président Rafael Correa et Lénin Moreno. Nous étions tous persuadés que dans cette affaire, Moreno allait s'inscrire dans la continuité de son prédécesseur. Mais une fois saisi du pouvoir, il a fait exactement le contraire. Il semble probable que ce soit le résultat des pressions des États-Unis. Nous découvrirons plus tard que c'est à partir de là qu'a commencé une opération massive de surveillance de Julian, à tous les niveaux. Dans ses moments les plus intimes, de tous ses invités, et bien sûr de ses avocats. Les commanditaires cherchaient en fait à savoir ce que nous faisions, ce que nous disions, quelle était notre stratégie. Bref, ils surveillaient tout. Julian Assange est surveillé 24 heures sur 24. À la manœuvre, une petite société de sécurité espagnole, UC Global. Ses mouvements, ses conversations, tout est enregistré, tout est noté et fait l'objet de rapports minute par minute. Ici, la réunion entre le client, Julian Assange, et ses avocats, notamment Balthazar Garzón. 11h20, le client, sa compagne Stella et son avocat se dirigent vers les toilettes des femmes pour tenir une réunion. Voici l'homme qui dirige UC Global, David Morales, un ancien commando de marine de l'armée espagnole. David Morales est le cerveau et le dirigeant de cette petite société de sécurité. Dans les documents que nous détenons et que nous avons publiés, Morales indique clairement à ses employés que toutes les informations remontent à ses amis américains, qu'il est passé du côté obscur en travaillant pour des services de renseignement étrangers. Autrement dit, on peut affirmer que Morales a vendu ces informations à un service de renseignement nord-américain. On ne peut pas dire lequel exactement. Il n'y a pas de preuves formelles, journalistiques ou judiciaires, mais les soupçons qui mettent en cause les États-Unis sont très importants. Très importants. Pour moi et tous les avocats, c'est une opération des États-Unis et de leurs services de renseignement. C'est tout à fait clair. Mais comment est-il possible que l'État qui a octroyé l'asile politique à Julian Assange ait pu livrer toutes ces informations aux responsables de ces persécutions ? C'est-à-dire les États-Unis. C'est tout à fait irrégulier et illégal. Grâce aux informations fournies aux services de renseignement, les États-Unis savent désormais tout
de la stratégie de défense de Julian Assange, qui veut éviter son extradition. En 2018, le fondateur de Wikileaks est officiellement accusé d'espionnage. Les pressions américaines sur l'Équateur se font de plus en plus pressantes. Julian Assange devient une cible prioritaire. Le 11 avril 2019, le président équatorien Lenín Moreno apparaît à la télévision nationale. Buenos días. Ecuador es un país generoso y de brazos abiertos. Hoy anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. El gobierno de todos. Le jour même, la police arrête Julian Assange dans l'enceinte de l'ambassade d'Équateur. Les États-Unis demandent immédiatement son extradition. Depuis son arrestation à l'ambassade, Julian a été envoyé dans une prison de haute sécurité, la prison de Belmarsh, et il a été mis à l'isolement total, à tel point que nous sommes inquiets pour son équilibre mental. Je suis allé lui rendre visite et ses conditions de détention sont vraiment mauvaises, terribles. Julian est désorienté, enfermé dans sa solitude 23 heures sur 24. Il ne peut sortir qu'1 heure par jour dans une petite cour, seul, sans aucune possibilité de communiquer. Ce que nous avons dénoncé pour sa sécurité. En février 2020, la justice britannique se penche pour la première fois sur la demande d'extradition de Julian Assange. Ses soutiens se mobilisent. Son père est évidemment présent. Bonjour, vous avez pu parler à Julian hier soir? Non, je n'ai pas pu. Je vais à l'audience d'abord et je dirai un mot à la fin. Ça vous va? Fait exceptionnel, les audiences se déroulent à l'intérieur de la prison. Ce qui était très impressionnant dans cette salle d'audience, c'était le fait que lui était tout au bout de la salle d'audience, derrière une vitre, traité comme un terroriste extrêmement dangereux et très loin finalement du cœur des débats, comme si même lui ne pouvait pas vraiment participer. On voyait un homme face à une mécanique judiciaire qui évidemment le dépasse beaucoup. Il y avait une ambiance tendue. Nous étions dans l'attente et bien évidemment nous soutenions totalement Julian Assange. Nous pouvions le voir, il semblait aller bien et la vérité c'est qu'il a une force de caractère impressionnante. Je me souviens de ce procureur qui évoque toutes les personnes mises en danger par Assange, mais qui n'est pas capable d'en citer une, qui n'est pas capable de citer un cas. Et donc, il y a contre Assange une inflation des charges qui finit par être sans commune mesure ou sans rapport avec la réalité. Parmi les soutiens indéfectibles de Julian Assange, il y a Bradley Manning, devenu Chelsea Manning. Bonjour à tous. L'ancienne militaire a finalement passé 7 ans derrière les barreaux. Libérée, incarcérée, puis libérée à nouveau. La justice veut la forcer à témoigner. Retourner en prison, peut-être dès aujourd'hui, ne change pas ma position. Les procureurs me mettent dans une situation impossible, aller en prison ou renoncer à mes principes, ce à quoi je crois le plus profondément.
Pour moi, peu importe le résultat, je ne coopérerai pas. Ces déclarations vaudront à Chelsea Manning à nouveau plusieurs mois de prison. Sa détermination ne règle pas le cas de Julian Assange. Aux États-Unis, le fondateur de Wikileaks risque 175 ans de prison. 175 ans pour avoir publié des informations d'intérêt général. Il n'y a qu'un journaliste détenu en prison pour avoir fait son travail en Europe occidentale. C'est Julian Assange. Vous pouvez critiquer Assange, sa personnalité, sa façon d'être. Mais s'il y a bien une chose que vous ne pouvez critiquer, c'est sa contribution à la liberté d'informer. Ce qui est visé dans la procédure, c'est cette contribution au journalisme. Et c'est ce qui fait que c'est aussi dangereux. Breaking news out of London this morning. WikiLeaks founder Julian Assange cannot be extradited to the United States. La justice britannique estime ce 4 janvier 2021 que l'état psychologique de Julian Assange ne permet pas son extradition. Une victoire en demi-teinte pour ses partisans, car les États-Unis ne lâchent rien. The lawyers for the US government indicated they would appeal the decision. They should not. And there should be a call out and pressure on the US side to drop the appeal, to say enough is enough. Julian Assange n'est donc pas tiré d'affaire. Le fondateur de Wikileaks risque toujours une extradition vers les États-Unis. Le contenu de la demande d'extradition des États-Unis nous a donné la possibilité de démontrer que cette affaire n'est rien d'autre qu'une persécution politique. Et donc, l'enjeu de l'extradition d'Assange, c'est un enjeu pour une personne, pour un individu, mais c'est un enjeu pour cette fonction sociale qu'est le journalisme, et donc pour le droit à l'information de chacun des citoyens.